le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMcast. Pour ce 25e numéro déjà, une nouvelle fois, on a la chance d'accueillir des invités dans l'émission. Aujourd'hui, ils sont et à côté de nous et à distance. Ils sont deux. Alors, à distance, Rémi Nestasio, consultant SEO indépendant. Merci d'être avec nous. Rémi, déjà, et puis je vais te laisser te présenter un petit peu à nos auditeurs. Bonjour à tous. Merci à vous de me recevoir pour ce WAMcast. Pour me présenter rapidement, moi, ça fait environ 8 ans que je suis dans le domaine du SEO. Et comme tu le disais, consultant SEO indépendant, ça va faire environ 5 ans maintenant. Et depuis ces 2 dernières années, je suis en charge du SEO chez Conforama. D'accord. Voilà. Et également, cette fois-ci, avec nous en studio, Romain Langlais, responsable SEO chez Agicap. Et auparavant, tu étais chez Rakuten France. Merci à toi aussi d'avoir accepté notre invitation. Et pareil, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour, moi c'est Romain Langlais. Ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le référencement. 2 ans et demi d'agence environ et 2 ans ensuite chez l'annonceur chez Rakuten France et désormais SEO Manager chez Agicap, une start-up dans un format légèrement différent. Ok. Et pour vous accompagner, messieurs, il y a quand même des gens de chez WAM. Tout d'abord, Florian Carmen, chef de projet SEO. Alors toi aussi, tu es à distance. Là, on a fait 2 et 2. Salut Florian. Salut Kevin, salut tout le monde. Et David Eichholzer, que tout le monde connaît maintenant, puisqu'il est le recordman de participation au podcast, le directeur et le fondateur de WAM. Salut David. J'ai un nom, un fauteuil à mon nom. C'est ça. Bonjour à tous. Comme les stars de cinéma. Oui, c'est ça. Bon, messieurs, je vous propose de commencer tout de suite parce que, mine de rien, il y a pas mal de sujets à aborder. Et tout d'abord, les dernières mises à jour de Google, ce qu'on appelle les Core Updates, sont traditionnellement très commentées par la communauté SEO. Et justement, quels impacts ont eu ces dernières mises à jour pour vous chez l'annonceur, Romain ? Alors, pour commencer sur ce sujet, je pense qu'on peut commencer par parler de la routine qu'on avait chez Rakuten, qu'on a toujours. On avait actuellement une routine qui nous permettait directement d'avoir un dashboard, qui permettait d'avoir les logs, les stats d'exploration GSC et les rankings et l'évolution des rankings. On regardait aussi le SEMrush Sensor, qui est aussi un indicateur qui permet d'évaluer la volatilité des mots-clés et qui nous permet en fait d'avoir une overview sur est-ce que les pages de résultats bougent et est-ce que ce serait une conséquence d'une update ou d'autre. Donc nous, si on doit évaluer l'impact de ces derniers core updates qui sont éparses, si on parle à la fois des core web vitals, qu'on parle à la fois de MUM, de BERT et des spam updates qui se sont enchaînés sur les 2 dernières années, on va dire. L'impact est très modéré, mine de rien, sur notre marketplace. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on est un peu too big to fail sur des sites de plusieurs dizaines de millions de pages. Actuellement, les core updates les plus impactantes pour nous sont aussi celles qui ont été les plus sourdes. Donc, nous, on a eu un gros push, c'était aux alentours du 2 décembre 2019 et ensuite courant mars 2020. C'est à ces périodes-là que ça s'est accéléré. Et c'est pas du tout ce qui a suivi les annonces Google au final. Donc on pourrait très bien se poser la question de savoir si c'est une dilution dans le temps, la mise à jour Google qui apparaît sur le marché US et sur les différents marchés français, ou si réellement les updates sur lesquels ils communiquent sont réellement les plus impactantes sur notre marché. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre du recul sur les annonces Google. Certaines sont mineures et font beaucoup parler d'elles, d'autres à l'inverse sont sourdes et sont très très impactantes. Oui, c'est intéressant si je peux juste intervenir. Vas-y. Effectivement, on rencontre aussi des sites e-commerce nationaux. Je suis assez d'accord avec ce point de vue, peut-être too big to fail. On a l'impression, en tout cas, quand il y a une grosse audience, quand il y a une marque très connue, l'impression que le site passe en tout terrain par-dessus ses embûches et que finalement, tu vois, notamment sur la question de la duplication de contenu ou ce genre de choses, des fois il y a des erreurs grossières. On n'est pas du tout dans les best practices de ce qu'il faut faire, mais ça passe. On a l'impression aussi que Google compense de plus en plus. Alors il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est intéressant de l'entendre de l'intérieur, en tout cas. Rémi, même question. Ouais, c'est vrai que l'été a été bien chaud en termes d'actu et de mage Google, plus qu'au niveau météo d'ailleurs. Et
au niveau des core updates, je vais vous rejoindre en fait finalement sur le petit le too big to fail, pardon. Moi de mon côté, sur des sites majeurs, notamment des gros sites e-commerce, j'ai jamais observé en fait d'impact énorme de ces mises à jour annoncées, et encore plus rarement d'impact négatif à la baisse. Notamment en e-commerce où c'est des requêtes du coup transactionnelles, sur tout ce qui est requêtes transac à fort volume, très concurrentiel. J'ai l'impression que c'est des SERP un petit peu hors de ces considérations, un petit peu hors des mises à jour. En tout cas, je vois pas, jamais vu de gros e-commerçants se prendre des énormes claques sur les mises à jour récentes, sur ces mises à jour-là. Après voilà, malgré tout, même chez des gros e-commerçants, les positions bougent toujours, ça fait le yo-yo. Je trouve d'ailleurs que ces dernières années, ça fait encore plus le yo-yo qu'avant, notamment page 1. Mais voilà. En tout cas, ouais, moi, mon avis, c'est que finalement, c'est plus la roadmap technique et les évolutions ou les régressions de chacun qui fait varier, en fait, plutôt que les gros effets d'annonce Google. Mais c'est vraiment spécifique là, c'est vraiment, je parle d'une vision gros acteur, quoi. Alors, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu disais, Rémi, je sais pas pour toi, en tout cas, moi je me suis sérieusement posé des questions à propos des spam updates, où justement, nous on avait un gros problème de page un peu spammy à cause des problèmes problèmes inhérents au marketplace, c'est-à-dire qu'on a un énorme volume de pages générées sur certains critères. Donc il y a toujours peut-être un certain pourcentage de pages qu'il faudrait épurer pour des raisons sémantiques, etc. Et donc les spam updates ont été une crainte pour moi. Et au final, comme tu le disais, on n'a pas eu d'impact à ce niveau-là. Donc ouais, le too big to fail, pour moi, il s'est représenté à ce part. Ouais, ça passe tout seul. Je pense que il y a une marge de manœuvre quand même plus importante sur les très gros sites avec des millions de pages que pour un petit site. Enfin, on le voit, de toute façon, on le sait. On voit bien, alors il y a l'histoire d'autorité, il y a l'histoire de marque, etc. Mais on voit bien que voilà, des Amazon, Cdiscount et compagnie, des fois on voit des pages qui sont carrément sous-optimisées, voire à côté de la plaque, et qui rankent mieux que des sites de niche qui ont tout bien fait, quoi. Voilà, c'est comme ça, on le sait. Et puis après, oui, il y a eu cet été, il y a eu aussi la spam update niveau linking, la link spam update. Ça, typiquement, moi, c'est pareil, c'est une mage sur un acteur comme Conforama. Moi, j'ai pas fait d'anticipation particulière. C'est pas le genre de mage qui, je pense, nous fait peur côté gros annonceurs, puisqu'on a des profils de liens en général plutôt naturels, et puis surtout, encore une fois, il y a cette fameuse puissance de marque. Ça, c'est des mises à jour pour moi qui vont inquiéter beaucoup plus des petits sites, notamment les éditeurs de sites. Voilà, où je pense que c'est beaucoup plus game breaker pour eux, tout ce qui est même notamment MFA ou les trucs plus crado. C'est sûr que là, ils serrent plus les fesses que nous. On est d'accord. Florian, ton avis ? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, et j'aimerais revenir effectivement aussi sur les Core Web Vitals. Vas-y. Moi, de mon côté, j'ai pas observé de gros mouvements de visibilité chez les clients dont je m'occupe, alors que bon, c'était la communication autour de ce sujet était assez offensive. Il était annoncé que ça allait tout changer. En tout cas, de mon côté, j'ai pas vu de gros mouvements. Pour rappel, la date de début de mise en place, cette update, c'était le 15 juillet. Et ça s'est étalé jusqu'à très récemment, là, le 2 septembre. Donc, je pense que pour tout le monde, je pense que c'est le bon moment de refaire un focus sur ces éléments. Alors justement, les mises à jour annoncées par Google, t'en parlais là, Florian, l'instant, comme les Core Web Vitals, ça amène des chantiers techniques. Justement, quelles difficultés est-ce que vous rencontrez concrètement chez l'annonceur lors de leur mise en place, Romain ? Alors, sur des gros chantiers, on est très très dépendant des échéances de temps et des marronniers marketing au fur et à mesure de l'année. Donc évidemment sur du transactionnel, nous ce sera les soldes, le Black Friday, la rentrée scolaire, Noël. Enfin, il y a beaucoup d'échéances sur l'année. En plus de ça, il va y avoir les échéances internes, c'est-à-dire par exemple d'opérations marketing, d'opérations de merchandising, etc. Qui fait que il faut échelonner ça en fait dans le temps et prioriser et avoir connaissance de combien de temps va prendre telle action pour ne pas se retrouver un peu soit à réaliser les actions trop tard, soit mal exécutées. Il
faut communiquer aussi beaucoup avec les autres équipes, donc avec les équipes managériales, politiques, pour légitimer toutes nos actions, leur donner un maximum d'input sur le ROI de ce qu'on en apporte, sachant qu'au niveau SEO, c'est toujours un peu plus compliqué. Communiquer avec les autres équipes market pour arbitrer les actions marketing et la synchronisation. Marteler le besoin SEO, évidemment. Communiquer avec les développeurs, leur faire comprendre l'intérêt business du SEO, leur faire comprendre l'intérêt de ramener des pages sur un site que eux se chargent de rendre utile, fonctionnel et beau. Et chez Rakuten, au final, on a pas mal de grandes facilités et je pense que ce sera légèrement différent que sur d'autres marketplaces. Je pense que Rémi, tu seras d'accord avec ça. On avait de grandes facilités parce qu'on a une équipe de dev en interne qui était spécialisée sur ce domaine et qui n'était pas engrainée avec d'autres sujets, d'autres équipes. Et donc, c'était une facilité pour pouvoir dépiler des sujets assez rapidement, quoi. Alors Rémi, justement. Le rêve, ça, une équipe de dev SEO dédiée, c'est le rêve de tout SEO, justement, je crois. Ça dépend, hein. Clairement, les difficultés vont pas être les mêmes selon la typologie du client, la taille et l'organisation interne. Chez Confo, par exemple, qui est une marketplace aussi, un peu plus petite que Rakuten quand même, il y a pas de dev dédié au SEO pour le coup, mais après, il y a une bande passante, en fait, côté DSI, côté dev qui est réservée. Mais finalement, ouais, chez les gros annonceurs, je pense que la difficulté, ça va finalement plus être d'arriver à s'imposer dans la bande passante globale, hein, parce qu'on n'est pas tout seul forcément à vouloir faire passer des projets, il y a beaucoup de services, et de s'imposer, de glisser le max de projets SEO, même d'ajouter du SEO dans des projets qui n'étaient pas pur SEO à la base. Et finalement, tout ça se rapproche beaucoup c'est un sujet de politique, hein, souvent, c'est du sponsoring, c'est savoir bien faire porter sa voix en interne, la voix du SEO. Et donc tout ça, ça doit passer pour passer par-dessus ces difficultés. Il y a un gros travail pour moi d'évangélisation à mener en fait dans ces entreprises, dans les structures, même de formation, quoi, de communication interne. Voilà, ça me paraît primordial. Faut faire comprendre finalement l'intérêt transversal, quoi, du SEO et leur faire comprendre que tous les services seront bénéficiaires si le SEO se porte bien et s'il est bien considéré. Puis voilà, après, bien sûr, les difficultés vont aussi varier. Les difficultés, donc, pour se mettre, par exemple, sur les Core Web Vitals, hein, pour bosser sa web perf, on peut avoir des contraintes et difficultés différentes selon les technos utilisés à chaque fois, les CMS, etc. Et paradoxalement, d'ailleurs, souvent, je pense, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, Romain, mais les CMS, soit propriétaires ou les grosses machines à gaz chez les gros sites e-commerce sont peu flexibles et sont nativement très peu SEO-friendly, moi j'ai remarqué. Du coup, bon, bien sûr, il y a du dev, il y a du custom à faire, mais finalement, par exemple, se mettre dans les clous des Web Core Vitals, je trouve ça beaucoup plus simple pour un petit site, une petite boîte sous PrestaShop ou Commerce, où il y a pléthore de plugins tout faits, etc., qui permettent de gagner facilement. Là, ça va être des plus gros projets, quoi, en fait. Ça va être des vrais gros chantiers à part, quoi, pour des marketplaces. Florian, toi, tu représentes plus le côté agence. Est-ce que tu rencontres les mêmes freins ? Oui, tout à fait, Kevin. Je fais le même constat que les invités, hein, puisque au final, c'est la même chose qu'on intervienne en tant que substitut de l'équipe SEO ou en complément de celle-ci, on est dépendant des ressources internes du client et encore plus particulièrement sur la partie développement. Ça dépend, comme le disait Romain tout à l'heure, est-ce que le client a une équipe interne de développement ? Est-ce que la solution technique utilisée par le client est flexible, comme le disait Rémi, et surtout aussi la maturité du client sur le SEO. Le plus important, finalement, pour résumer, hein, c'est l'évangélisation, la formation et la communication qui sont les clés pour avancer sur ces chantiers techniques. Okay. C'est d'ailleurs une très grosse partie du métier de SEO, en fait, hein. La formation, c'est pour ça qu'on se tient à jour. On démarre d'ailleurs souvent des livrables par simplement informer de ce qui se passe et s'il y a eu des mises à jour, en quoi ça consiste. Le but, c'est de dédramatiser aussi, d'expliquer, d'être transparent. C'est une grosse partie. Je dis souvent en formation aux personnes qui nous écoutent, notamment la licence à Mulhouse, que pour moi, 60% de la réussite
du projet SEO, c'est de l'humain en fait, quoi. Ouais. Parce que effectivement, il faut beaucoup communiquer, fédérer, faire adhérer avant de passer des chantiers coûteux. Voilà. Bah, justement, pour rebondir là-dessus, j'ai une question question simple entre guillemets, mais qui appelle une réponse qui doit pas l'être forcément, j'imagine. Comment convaincre en interne? Comment est-ce que vous procédez, Romain? Alors, tout d'abord, chez Rakuten, on a une position qui, politiquement, on a une culture du SEO depuis le début, ce qui fait qu'on a des ressources, ce qui fait qu'on a une voix auprès des autres équipes. Rakuten France a une structure assez horizontale, ce qui fait qu'il n'y a pas une équipe qui est au-dessus d'une autre, ce qui nécessite du coup pas mal de communication en transverse. Donc du coup, évidemment, les premiers à convaincre, c'est les équipes de production, à savoir que nous, chez Rakuten, on est dans les équipes de production et pas market, parce qu'on considère que le produit, évidemment, c'est le noyau central, c'est-à-dire thésauriser, on va dire, les offres des fabricants, des vendeurs à hauteur de 65% professionnels, 35% particuliers, ce qui implique pas mal de choses différentes. Convaincre les développeurs évidemment que le traffic management c'est important, convaincre les équipes market sur notre façon de travailler, convaincre les éditeurs du site qui peuvent être vraiment complètement épars, ça peut être des community managers, ça peut être n'importe qui, tous les éditeurs du site, de façon à centraliser les informations, centraliser nos demandes, faire de la formation. Je pense qu'on en parlera après justement à faire appel à des personnes en externe. Nous, on fait pas mal appel à des formateurs pour légitimer le SEO et pour faciliter la transmission de l'information. Convaincre aussi chez nous les QA, parce qu'on a voulu automatiser au maximum les tests sur des, on va dire, pas des banalités, mais des choses qui peuvent être très facilement automatisables sur les SEO et des indicateurs de santé du site. Et fondamentalement aussi les équipes catalogue, parce que sur un marketplace, le catalogue est très important. Les flux que le catalogue rentre dans le site va déterminer la qualité du site qu'on va avoir au final. Nous, au final, on ne fait que mettre en forme le réceptacle, qui sont les produits, qui sont les listes de produits, etc. Et donc, je pense que tout ça fait que ça fait quand même un sacré panel de compétences métiers à aller adresser. Et elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Rémi, même question. Comment est-ce que tu procèdes? Complètement d'accord avec Romain, de toute façon. Et puis ce qu'on disait avant, ça rejoint la formation, je pense. J'en suis convaincu. Et je l'ai testé, est primordial. Qu'on soit finalement employé en poste, responsable ou in-house comme moi, ou même agence. Pour moi, c'est quelque chose qui a toujours porté ses fruits et que j'aime bien faire. C'est organiser tout simplement des ateliers en fait directement auprès de chaque équipe, chaque service. Je les prends un par un, le studio, le machin, la publication, le commerce, etc. Et voilà, leur faire une petite formation, évangélisation sur le SEO. Ils sont souvent les réactions sont très bonnes, ils sont très preneurs. Et puis ça fait des grosses évolutions. Tu peux arriver dans une entreprise où ils entendaient quasiment jamais parler de SEO. Tu organises ces ateliers, en fait, après, d'eux-mêmes, ils vont en parler. Et sur leur propre projet, ils vont se dire, attends, peut-être que mon projet, là, il y a un impact SEO, et je vais contacter l'équipe en charge. Voilà, donc c'est super important, je pense. Et puis après, bien sûr, on ne peut pas faire de miracle, je pense, si on n'est pas sponsorisé, soutenu par ça ou ces directions. Voilà, si vraiment les directions n'ont pas compris l'enjeu du SEO, c'est souvent malheureusement peine perdue. Donc là, ça rejoint tout ce qui est politique interne. Et puis après, ouais, dans les plus grosses structures, il y a le fait aussi d'arriver à bien communiquer avec les DSI, sa DSI et les devs. C'est vrai que des fois, on peut voir des séparations un peu entre ce qu'on appelle les métiers souvent et la DSI, la technique, quoi. Et donc voilà, il faut que les devs ils sachent aussi pourquoi ils font des projets. Voilà, que les faiseurs, j'ai envie de dire, sachent pourquoi on leur demande telle ou telle chose. Et d'ailleurs, pareil, s'ils comprennent pourquoi ils font tel ou tel projet SEO, ils pourront des fois proposer d'autres solutions et prendre des initiatives, etc. Donc voilà, c'est important tout ça, parce que sinon, finalement, le SEO en interne, il peut vite passer pour un peu le casse-pied de service, quoi, parce que finalement, c'est vrai qu'avec nos bonnes pratiques et tout ça, on est souvent là à imposer des contraintes supplémentaires. En tout cas, ça peut être vu comme tel.
Voilà, donc faire comprendre à tout le monde finalement qu'il n'y a pas de concurrence, qu'on est tous dans le même bateau, on va tous dans le même sens, et le SEO qui est assez transverse, s'il est bien mené, profitera à tous. Voilà, après, je pense, sur cet aspect-là, il y a un truc dont on ne parle pas beaucoup, ça rejoint un peu la politique interne, SEO, mais j'en entends pas beaucoup parler en conférence, en event, etc. D'ailleurs, ça fait un moment que j'aimerais, ça me trotte un peu dans la tête d'en faire une sur le sujet, mais c'est finalement un peu l'aspect du SEO et de chef de projet, où pour moi, il y a du bon sens à avoir, du relationnel et une certaine intelligence sociale. C'est tout con, je sais pas, ça va peut-être vous faire rire, mais je sais pas, tu bosses avec une équipe de dev sur un gros projet, je sais pas, va les voir, monte à la DSI, va les voir dans leur open space, apporte-leur les chocolatines, et puis tu sympathises, t'échanges un peu de manière plus informelle, et en fait, ça porte vachement ses fruits. Je sais pas, pour moi, je trouve que il y a encore trop de profils SEO pour moi qui n'ont pas cette couche un peu relationnelle de marketeur, presque de commercial, des fois commercial au sens vendre le SEO, quoi. Voilà, pour moi, c'est important. Florian. Je rebondis sur le casse-pied de service. On me l'a déjà souvent dit. Plus sérieusement. Même en agence, ça, c'est fou. Oui, c'est ça. Casse-pied de service en agence. Ah, mais on le revendique même, hein, souvent. Ouais, il faut l'assumer. Souvent, on le dit aux équipes, moi je le dis aussi aux équipes, c'est jouer les emmerdeurs. Alors, c'est pas forcément l'emmerdeur toxique dans l'entreprise, mais c'est plutôt celui qui vient rappeler, rabâcher et pas lâcher. Mais je laisse Florian poursuivre, il connaît. Ouais. Comment fais-tu le casse-pied alors, Florian? Explique-nous. Côté agence, effectivement, on parlait de convaincre. C'est probablement une des parties les plus importantes du job, et c'est ce que disait David tout à l'heure en parlant de la communication. Parce que finalement, en agence, on doit convaincre la personne qui va convaincre les équipes internes chez le client. Donc vraiment, faut qu'on prépare le terrain, faut éviter qu'il y ait des doutes pour faire passer notre message, faut que ce soit très clair. Personnellement, moi j'essaie d'être le plus pragmatique possible avec mes clients. Tu vois, si je livre un benchmark concurrentiel, ou tout simplement si je formule une reco, faut que ce soit très précis. J'utilise des chiffres et des faits pour convaincre, vraiment pour qu'il n'y ait pas de doute. Après, l'avantage aussi de travailler en agence, c'est qu'on s'occupe de différents clients dans des secteurs d'activité très différents. Et pour les sujets SEO comme l'indexation, le crawl, le rendering ou d'autres problématiques techniques, elle reste similaire finalement d'un secteur d'activité à l'autre. Donc on peut s'appuyer sur notre expérience avec d'autres clients pour alimenter la discussion. Tu vois, on peut montrer des choses qu'on a fait par ailleurs. Et ça, souvent, moi je trouve que ça convainc bien les clients. Puis un autre aspect aussi, c'est que on a une grosse équipe SEO chez WAM maintenant, et ça permet de se tourner vers le collègue pour lui demander son avis et justement voir s'il a eu des cas similaires avec ses propres clients. Pour échanger, ouais. Bah justement, je me tourne vers un collègue. David, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, oui, on est aussi payé pour être les emmerdeurs. Hein. C'est ce qu'on nous demande, et c'est vrai, les clients nous disent lâchez rien, donc ça, oui, ça fait partie du boulot. Après, plus prosaïquement, on a pris l'habitude très tôt, chez WAM en tout cas, de sourcer systématiquement nos recommandations. Finalement, si tu regardes un peu en arrière, ça fait quand même quelques années maintenant, si on regarde la partie développeur, la partie webmaster, les forums, ils sourcent énormément les informations. Si tu viens mettre des balises schéma.org, tu as absolument tout. Il faut sourcer. De temps en temps, si ce n'est pas marqué dans ces canaux officiels, on va chercher la voix de John Mueller sur Twitter. Voilà, c'est toujours bien. Et effectivement, ça permet de mettre tout le monde au diapason. Et si le chef de projet n'a pas une tête qui revient à ton client, et ça peut arriver, au moins il a la voix de Google, et c'est important. Et il faut rappeler aussi que par le passé, le SEO était très boîte noire, parce qu'il n'y avait pas d'information officielle de la part de Google. Maintenant, c'est le cas. Et on comprend aussi qu'il y a pu avoir une méfiance. Donc nous, en tout cas, c'est à chaque fois quelque chose que l'on fait. Google nous alimente, donc on source les informations, c'est important. Et puis
Voilà, globalement, on sert de catalyseur, on apporte de la pédagogie et bien sûr, comme le soulignait Florian, notre expérience. Et c'est vrai que le nombre fait la force parce qu'on peut anticiper quelques effets entre la théorie et la pratique. Voilà, sur les migrations, sur ce genre de gros morceaux. Moi, il y a une question quand même que j'aimerais poser qui me vient là à nos invités. On n'a pas parlé des chiffres, mais je pense qu'une bonne manière de convaincre aussi, c'est d'apporter des chiffres. Alors sur les enjeux, ce que représente le SEO chez Rakuten, moi, je pense que ça, le top management est au fait. J'imagine chez Conforama aussi. Par contre, est-ce que vous vous lancez, c'est un serpent de mer, dans le SEO, un peu dans le prédictif, la projection, même si c'est un peu aventureux, on doit prendre des pincettes quand on le fait, justement pour un peu modéliser les choses à moyen long terme, rassurer et puis courir après un objectif. Alors oui, depuis pas mal de temps, nous, côté Rakuten en tout cas, on a essayé de se sortir du pifomètre au maximum, depuis notamment le début du Covid, parce que c'est là que tout s'est embrayé et que beaucoup de choses en termes de site marketplace a changé sur tous les secteurs d'activité. Donc là, on n'était pas à 5% de changement. Donc il fallait qu'on trouve de nouveaux moyens de pouvoir se dire ok, si la reprise est entamée dans 3 mois, qu'est-ce qu'on peut espérer sur chacun des secteurs. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que quelque chose est tombé à pic. C'est le modèle notamment Prophète. C'est un modèle tout simplement qui peut être mis en place avec un simple RStudio. Je vous invite tous à lire l'article d'OnCrawl dessus pour sa mise en place et qui permet en fait, à partir d'une série de données basées par exemple sur 2 ou 3 ans minimum, on peut évaluer le trafic qu'on va faire sur les années suivantes et donc ne plus avoir ce problème de saisonnalité. Bien sûr, on peut ajouter des événements comme le Covid avec tel ou tel degré d'amplitude en fonction de l'événement, ce qui permet d'avoir quelque chose de très propre et ce qui permet aussi de pouvoir détecter les variations dues à une update ou à des évolutions du marché. Tout simplement, si on a 7 ou 8% d'écart c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a peut-être autre chose et qu'il faut aller chercher ailleurs. Et donc ça nous a sauvé pas mal de fois. Donc j'invite tout le monde à le faire parce qu'aujourd'hui même les petits éditeurs peuvent le faire. Et donc voilà. Super. Et Rémi, de ton côté, Ouais, très intéressant. Naturellement, on fait toujours des forecasts, des prévisions, mais il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, c'est compliqué. C'est un peu différent, mais moi, par exemple, j'aime bien maintenant pour mesurer la performance SEO pure et justement gommer un peu tous ces aspects saisonnalité et événements extérieurs. J'aime bien les indices de visibilité, comme notamment celui de Systrix, que je trouve vraiment très juste. Moi, ça fait partie vraiment là des nouveaux KPI phares que j'aime bien suivre en fait. Puis c'est un peu un KPI maître qui en englobe plusieurs autres. Puisque c'est un peu le biais en fait sur tout ça, sur prédire ou dire son évolution, etc. Si on a tendance à regarder des KPI un peu isolés, je sais pas, moi, la position moyenne, par exemple, dans la Search Console est un bon exemple, qui pris tout seul veut rien dire en fait. Donc il faut en effet trouver des systèmes, et quand c'est en plus automatisé avec du prédictif, etc., c'est top. Hein. Mais ça nécessite d'ailleurs une bonne maturité. Mais en tout cas, il faut essayer de se décrocher de juste certains KPI isolés et prendre un peu plus de hauteur. Ouais, c'est clair que l'exercice reste aventureux de toute façon. Si on prend par le passé, à partir d'études mots-clés, ce qu'on faisait, c'est ancien, mais c'était prendre des taux de clic moyens de la première position à la 10e, et puis si tu pariais sur des positions, et puis après tu te disais, je peux capter tant. Par rapport à la demande mensuelle sur tel mot-clé, je peux capter tant selon ma position. C'était hyper aventuré. Quand tu vois l'évolution de la physionomie de la page de recherche de Google, ça ne veut plus rien dire. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte. Bon, on a notre petite sauce interne aussi sur la question et m'expliquer. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais très souvent on est quand même vraiment dans la fourchette. Bon, probablement un peu de chance aussi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on dit surtout à nos clients que c'est important de se fixer un objectif, se courir après quelque chose. Être précis, c'est compliqué avec les 18 mois qu'on vient de passer, on l'a bien vu, c'est impossible même. Ma prochaine question, je vais plutôt me tourner vers Romain et Rémi. Est-ce qu'il y a un intérêt à passer par une agence quand on a un responsable SEO chez l'annonceur, Romain ?
Oui, alors de notre côté, on a une vision un peu spécifique sur les intervenants extérieurs. D'une part, on a bien conscience que ça permet de faire appel à des esprits qui sont complètement frais, qui sont pas du tout, qui n'ont pas de biais cognitif par rapport à une situation en interne sur une entreprise, parce que parfois une entreprise est tellement intégrateur et on y est depuis tellement longtemps. Ouais. Si bien que quand on est chez l'annonceur, en plus, on n'a pas l'effervescence intellectuelle qu'on a quand on est en agence avec d'autres SEO. Ça permet de faire appel à des personnes qui ont peut-être de nouvelles techniques, de faire appel à des personnes qui sont éloignées des problématiques de politique interne, et tout simplement ne pas avoir à modifier des recommandations en fonction de ce qu'on sait, voire accepter ou non. Ça permet aussi de légitimer facilement un axe stratégique qu'on a déjà, qu'on cherche à appuyer. Bien entendu, de façon aussi impartiale possible. Il faut que l'intervenant externe ne soit pas là pour suivre exactement ce qu'on lui demande de faire. C'est censé être une force extérieure et il faut l'utiliser à bon escient. Et donc nous, on en fait appel de façon ponctuelle, soit sur des projets, soit sur des problématiques ou des points de blocage auxquels on n'a pas de réponse. D'accord. Donc voilà. Rémi, tu partages ce point de vue ? Ouais, complètement. En fait, c'est ça, quand on est la tête dans le guidon sur un même site tous les jours à bosser dessus, intégrer à l'entreprise en effet, des fois on se retrouve à oublier des basiques. Hein. Ouais. On est sur ces gros projets complexes, avancés, et puis on en oublie des fois des trucs évidents. Ça nous rend un peu presque aveugle des fois. Donc ouais, je suis complètement d'accord, c'est super important d'avoir accès à d'autres avis extérieurs et frais pour confronter ses idées aussi, hein, parce qu'en SEO, d'autant plus, personne n'a la science infuse, quoi. Il y a plein de méthodes possibles pour plein de choses. Et puis, sinon, ouais, pour revenir sur la question de l'intérêt d'une agence, ça permet d'avoir une force d'augmenter sa force de frappe sans pour autant augmenter l'équipe. Ça peut être aussi pour des besoins ponctuels, déléguer certaines tâches opérationnelles pour se dégager sur d'autres tâches, notamment stratégie ou gestion de projet. Hein. C'est vrai que chez les gros annonceurs, finalement, on fait beaucoup de gestion de projet plus que d'opérationnel. Et donc des fois, ça peut être bien de déléguer ou, je sais pas, pour donner à faire un Excel qu'on n'a pas envie de faire soi-même. Non, je plaisante. Je rigole. Je taquine. Mais non, voilà. Après, ce qui est important... non, mais justement, en fait, je plaisante parce que j'allais rebondir, mais... par contre, voilà, son agence, il faut vraiment les voir comme un réel partenaire. C'est aussi important, c'est la clé aussi de la réussite. Donc, quand je dis un partenaire, c'est qu'il faut échanger avec eux et partager avec eux. Quand je dis partager, c'est ce qu'on est en train de faire en interne pour qu'ils s'imprègnent bien et puissent faire les meilleurs recos. Mais après, bien sûr, c'est une force de délégation, bien sûr. Et puis après, oui, il y a plein d'avantages à avoir une agence qui nous accompagne. Je pense que c'est nécessaire, même quand on est super bien staffé en interne. Je pense qu'il y a toujours l'avantage d'avoir une agence. Pour aider aussi à convaincre ses collaborateurs en interne, hein, ça rejoint tout ce qui est politique interne, évangélisation, pareil, sa direction, des fois, ils sont habitués à ton discours et d'en apporter un autre extérieur un peu plus neutre et vierge, on va dire. Ça peut apporter du poids aussi pour les décisions. Florian, toi, ta vision par rapport à tout ça, justement ? Je préfère pas répondre à la question, Kevin. D'accord. On va dire que je suis pas objectif. Tu veux que je revienne vers toi un moment quand même ou... Oui, bien sûr. D'accord, c'est gentil. Bon, David, alors, je me tourne vers toi. Oui, c'est ça. Non, mais ce qu'a dit Rémi est vraiment important, c'est le mot partenariat. En fait, on a depuis longtemps, je pense, parce qu'on n'a pas industrialisé le modèle, on est plutôt sur du sur-mesure. En fait, on laisse tomber la posture du prestataire agence et du client. À un moment donné, tu fais on est le prolongement du client, mais sur la partie SEO, il a tout résumé, Rémi, il faut partager. Et nous, ok, oui, on a un nombre d'heures à dépenser. Bien sûr, on a fixé des chantiers, on sait où on va, on fait des préanalyses. Mais à un moment donné, il faut qu'on nous lève le capot et qu'on fasse et il faut aller chez le client, il faut être là. Et c'est pas simplement via un outil de gestion de projet. Donc oui, et sinon, à distance, il y a Slack, il y a les visios. Et on est pleinement investi. Et c'est comme ça qu'on apporte quelque chose, parce que sinon, le client n'attend pas qu'on lui donne l'heure avec sa montre. C'est pas trop l'intérêt. Donc, sur nos forces, oui, il y a la force du collectif. Ça aussi, Florian l'a bien dit. On est
48 maintenant, mais organisé autour de 5 métiers qui font le SEO de notre point de vue, le SEO, l'éditorial, la data, les RP et l'UX. C'est vrai que ça fait quand même du monde quand il y a besoin d'adresser certaines problématiques un peu pointues. La diversité des expériences rencontrées, c'est ce qu'a dit aussi Florian. C'est vrai on rencontre pas mal de choses depuis 13 ans. Ouais. Donc ça peut aider, même si on n'a pas réponse à tout non plus. J'imagine que sur des Rakuten avec des millions de pages, des fois il y a des choses, t'es pas à la place de Google, tu sais pas. On n'a pas réponse à tout, ça c'est vrai aussi. Voilà. Encore une fois, on fait du travail ad hoc, donc je pense que c'est ce qui fait la force. On vient se plugger comme une équipe complémentaire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ils se reconnaîtront s'ils nous écoutent, c'est qu'on a plusieurs clients qui, depuis le temps qu'on travaille avec eux, maintenant ont un SEO interne. Et alors, bizarrement, ça ne nous a jamais ôté de travail. Et au contraire, ça permet d'aller plus vite et d'aller à l'essentiel. C'est très stimulant pour nous aussi. Et ce n'est pas une posture à la noix, vraiment. C'est plus intelligent, intéressant pour tout le monde. Ils se reconnaîtront dans l'énergie, les communications, etc. Et c'est ce qui nous a fait grandir aussi. Tout simplement. Okay. Je vais passer à un autre sujet récurrent dans la vie d'un SEO. Romain, tu as commencé à aborder le sujet tout à l'heure. Il s'agit des marronniers commerciaux. Là, on est en période de rentrée scolaire, mais il y a aussi Noël, Black Friday, Cyber Monday. On ne va pas tous les citer. Alors, comment est-ce que vous organisez pour préparer, pour anticiper ces rendez-vous qui sont immanquables pour un e-commerçant, Romain? Alors, de notre côté, ça dépend vraiment des marronniers. Typiquement, les événements les plus importants pour nous, évidemment, c'est Soldes et Black Friday. Donc, on a un fonctionnement qui est assez bien rodé maintenant, qui est toujours plus ou moins le même, qui fonctionne sur du semi-automatisé. Généralement, on cherche déjà à réduire au maximum le nombre de pages sur lesquelles on va travailler manuellement. Globalement, sur les événements, sur du transactionnel, c'est toujours à peu près le même format de requête. C'est type produit plus événement. Ce qui fait que les personnes qui vont aller chercher des vêtements pendant les soldes ne vont pas forcément taper Stan Smith solde. Ils vont taper solde ou ils vont taper Stan Smith. Donc, il y a toujours une part d'opacité sur les intentions de recherche qui sont liées à ces événements. Donc, ce qu'on fait, nous, généralement, c'est qu'on cherche à mettre à jour de façon un peu arbre de Noël le contenu de l'arbre global, parce qu'on fonctionne quand même sur 30 à 35 millions de pages indexées. C'est énorme. Ouais. Donc, principalement sur des listes et sur des fiches produits. Donc, les contenus se basent sur ces deux formats. Et donc, on a deux principaux formats de contenu sur lesquels qu'on update en auto en fonction généralement des univers produits. Vu qu'on en a 18, ça fait à peu près 18 modèles à développer. On automatise évidemment l'indexation des nouvelles pages sur les catégories événements ou sur les nouveaux types de produits, etc. On automatise le maillage interne. Alors ça, c'est vraiment uniquement si on a des ressources en interne. Nous, on a eu la chance d'avoir un développeur excellent qui faisait du NLP, qui a travaillé pendant très longtemps sur des modèles. Malheureusement, je ne pourrais pas forcément rentrer beaucoup plus en détail principe de confidentialité, mais de façon à automatiser le maillage interne avec des modèles qui sont déjà préexistants. Et on aboutit à des choses qui sont très propres, avec pas mal d'entraînement, bien sûr. Une fois qu'on est sur des périodes de saisonniers, par exemple, si le marketing, le merchandising va chercher à appuyer des produits très spécifiques, ou si les commerciaux ont des séries de produits dont on sait qu'ils vont se vendre très bien, on peut très bien faire de la surpondération sur ce genre de modèle, ce qui nous permet de pousser beaucoup plus facilement et sans ressources déployées, à proprement parler. Bien sûr, on fait des RP, toujours préféré des RP sur les événements. On ne fait pas de link building via PBN, etc. Ça, c'est niette parce qu'au final, quand on se retrouve avec des millions de liens en profil de liens, ça n'a aucun impact de fonctionner avec des réseaux de sites, avec du tiers 2, tiers 3, etc. Ça, c'est très bien pour pousser des petits sites, mais pour les gros sites, c'est très bien d'avoir du RP, notamment sur des sites où en fait, le réseau naturel de liens, c'est des réseaux d'affiliés, c'est des réseaux qui génèrent naturellement des liens. Donc, j'aimerais aussi mettre un point d'orgue sur l'importance des mentions sur le web. Je crois que Muller l'avait rappelé suite à un sujet lancé par Sullivan, je crois, et l'importance des mentions faites depuis d'autres sites
notamment des sites d'autorité, Bien sûr. et l'impact que ça génère sur la capacité à thématiser auprès de Google son propre site. On s'en est rendu compte, nous, quand sur certains sites spécialisés, notamment de comparatifs produits, on avait beaucoup de mentions qui étaient générées sur des catégories nichées très spécifiques, pour pas citer les objets connectés, qui recensent tout un ensemble de produits sur plein de catégories différentes, ce qui était d'autant plus flagrant du coup, de la domotique, de la high-tech, etc. Et une fois qu'on avait ces mentions faites, on pouvait très rapidement voir des augmentations de position directement, des très belles augmentations de position, ce qui fait qu'on peut très bien se demander si le poids accordé par les agences et par toute la communauté SEO sur les liens versus les mentions serait bien évalué. Je pense que c'est sous-estimé actuellement, les mentions. Et d'ailleurs, SEMrush permet de monitorer les mentions faites depuis les autres sites, et qui est plutôt pas mal. Le push SEO effectué sur ces modalités. Je ne sais pas, peut-être que Rémi a quelque chose à dire. Oui. Ouais, non, quand tu parlais de gain de position, tu parles bien de gain de position sur des requêtes génériques. Alors, sur des requêtes très spécifiques. C'est Rakuten qui est cité, mentionné, et ça te permet, mais sur une page thématisée, ça te permet de monter sur les requêtes de cette thématique. Hein. Alors évidemment, On est d'accord. on n'avait pas vu ça sur le mot-clé Rakuten, parce qu'évidemment, il n'y a pas de position à gagner là-dessus. Non, Ouais. je veux dire, par exemple, si une page parle d'objets connectés, pour reprendre ton exemple, tu parles d'une mention de Rakuten qui te fait monter sur, je sais pas, la requête objet connecté. En fait, pour entrer dans C'est les détails, on a eu une série de pages, un gros volume de pages fait sur un site partenaire, sur du comparatif produit, dont les liens n'étaient absolument pas. C'était pas des liens, ils n'étaient pas en nofollow, c'était juste du texte. Sur cette série de produits, qui était une gamme de produits spécifiques dans les objets connectés. C'est pour ça que en fait, c'était facile à détecter, parce que c'était sur des produits qui étaient nouveaux, des produits dans la niche drone. Mais vraiment, même pas des drones, des accessoires de drones, voilà. Et ces mentions faites, alors qu'on n'avait pas un énorme catalogue produit, franchement, on s'est développé par la suite, mais à cette période-là, on n'avait pas un énorme catalogue produit. D'autres marketplaces étaient beaucoup plus légitimes que nous sur ces positions-là. À partir du moment où ces pages sont sorties, ça a mis du temps quand même à retracer cet événement, et ben on a gagné des positions, on est arrivé sur les premières pages pratiquement sur tous ces accessoires-là, qu'on n'a pas forcément gardé après pour d'autres raisons. Mais c'est à partir de là que je me suis dit, mais il n'y avait aucune autre raison qu'on monte sur ces positions-là, il n'y avait que ce site-là qui nous citait. Il y a d'autres inputs qui nous permettraient, je pense, de valider ça. Moi, c'est ce que je pense. C'est peut-être pas forcément avéré, ou c'est à contrepeser sur d'autres points de vue. Mais en tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a interprété. Moi, je suis complètement dans cette direction-là. On s'est déjà exprimé d'ailleurs sur la question lors d'une tribune récemment. Et ça me rappelle d'ailleurs, Florian, tu sais, lors de l'événement Search Love organisé par Distilled à Londres, on avait vu, d'ailleurs ça nous ramène au sujet des marronniers, que pendant la Saint-Valentin, il y avait Interflora UK qui remontait beaucoup mieux, qui était déjà en première page, mais qui remontait beaucoup mieux à l'approche de la Saint-Valentin, parce que l'intention n'était pas forcément de se renseigner sur la date, et à ce moment-là, c'était plutôt les médias qui ressortaient en tête, mais plus tu approchais de la date, plus tu approchais de l'intention d'achat, et donc Interflora remontait. Et ça coïncidait aussi avec un moment où il prenait beaucoup plus la parole dans les médias, pour le coup, ce qui nous ramène aux mentions. Mais effectivement, j'ai l'impression aussi qu'on sous-estime beaucoup le poids de la mention, ou plus exactement la force de la marque, ce qui nous ramène peut-être aussi au sujet du départ sur le fait que too big to fail, oui, c'est ça, à un moment donné, je pense que c'est très lié à la force de la marque. Voilà, bon, on pourrait en parler longtemps parce qu'il y a EAT derrière comme sujet en toile de fond, mais je partage ce point de vue. Rémi, On a un podcast à ce sujet d'ailleurs. Exactement. Absolument. Tout à fait. On a parlé des marronniers. Tu fais bien de faire la promo. Oui. Bien sûr. On a fait un sujet, un Webcast, c'était le numéro 21 sur les marronniers, avec Géraldine qui est responsable du pôle édito chez WAM, et LDR qui est consultant RP, absolument. On mettra d'ailleurs un petit lien sous ce podcast. Tout à fait. Juste pour revenir aux marronniers, vous parce que ça m'intéresse bien, est-ce que vous
vous les anticipez très tôt et il y a une échéance en général, c'est 3 mois avant Noël, tu as tout sorti, ou 3 mois avant la Saint-Valentin, le Black Friday, etc. On peut laisser répondre Rémi, par exemple. Par exemple. Ouais, alors le mieux, ouais, en effet, il faut anticiper hein, le plus possible. Plutôt, tu remplis de contenu et tu mets en avant, au niveau maillage, notamment tes pages pour les marronniers, hein, par exemple pour les soldes. Mieux c'est, hein, plus tu te mets en avance en fait à ranker et tu gagnes du temps sur les autres. Mais après, finalement, on a aussi des contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut non plus parce qu'on est dépendant déjà du pack commercial. Des opérations, voilà, tout ce qui est opération commerciale. Tu vas être dépendant de si tes pages c'est des listings produits, c'est des catégories, tu vas devoir attendre que la publication, le commerce, etc. et les sélections produits et les publis pour remplir la page. Alors bien sûr, il y a toujours des techniques de remplir en attendant avec autre chose. Mais après aussi, il y a aussi des contraintes légales. Faut faire gaffe, quoi. C'est-à-dire que les soldes, c'est très encadré par la loi, par exemple. Tu peux pas faire n'importe comment sur la page de solde, sur laquelle en général tu capitalises de solde en solde. Faut faire attention aussi, hors période de solde, au contenu que tu vas mettre dessus. Tu as raison de Donc, rappeler. donc il y a des contraintes internes d'organisation commerciale et légale qui font que tu peux pas toujours anticiper autant que tu voudrais, mais c'est clair que faut anticiper. Et donc, à l'approche d'événements, notamment sur les gros sites, ça passe par un boost de maillage interne. Et après, oui, des campagnes RP, ça rejoint un peu, mais moi, une strat que j'aime bien, c'est de créer de la synergie avec l'affiliation, quoi. Quand il y a des campagnes d'affil pour un événement, ce que j'ai fait chez Confo et qui a marché, à mon plus grand étonnement presque, c'est de demander aux affiliés des liens SEO, c'est-à-dire leur dire ouais, ok, il y a 3 liens traqués, j'aimerais bien avoir aussi un lien non traqué SEO friendly, quoi, en gros, do follow, quoi. Eh bien, écoute, on attend ta liste du coup, Rémi. D'affiliés qui acceptent. Qui acceptent des backlinks. C'est pas facile, hein, mais Ouais, ça se j'imagine. négocie, franchement, ça se négocie. Ouais. On a réussi à en obtenir. Donc, c'est bien, je trouve ça intéressant. Et puis, l'affiliation, comme tu le disais, ça crée de la mention. Puis, si en plus tu as un vrai lien, bon, un vrai lien, ça reste un vrai lien quand même. C'est toujours bon à prendre. Florian, pour finir sur les marronniers, si tu acceptes de me répondre cette fois-ci à ma question, de ton côté, comment ça s'organise, comment ça se prépare? Le casse-pied de service. C'est ça. Ouais. Côté agence, c'est vrai qu'on y revient, mais pour ce type d'opération, Black Friday, Noël, Saint-Valentin, la clé, en tout cas, la première étape, c'est la communication entre l'annonceur, le client et l'agence. David le disait, et tous les SEO le savent, hein, pour ce type d'événement, il faut se préparer plusieurs mois à l'avance. Il n'y a pas forcément de règles, hein, c'est pas 3 ou 4. Je crois que c'est Rémi qui disait plutôt c'est mieux. Et dans notre rôle d'agence, ça implique d'être très carré sur le planning en amont de ces marronniers. Il ne faut pas qu'on arrive 3 semaines avant et qu'on commence à se poser des questions des soldes. En ce qui concerne WAM, et d'ailleurs Géraldine, qui est responsable du pôle édito, en a parlé dans un podcast au sujet des marronniers il y a peu de temps. Ils ont l'habitude justement de faire des plans de publication à l'avance. Absolument, Souvent par trimestre, ça arrive par semestre aussi. Et ainsi, ça permet, nous, dans notre rôle d'agence, d'anticiper la création des nouvelles pages dans un temps raisonnable. Oui, c'est au moins 3 mois, oui, effectivement. Il y a une tendance de fond qui fait bouger le monde du SEO depuis quelques mois. Il s'agit de l'automatisation de tâches via Python, R notamment. On peut aussi évoquer la génération de texte automatisé via GPT-3. Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses concrètes pour optimiser vos routines quotidiennes? Et si oui, comment? Romain? Alors de notre côté, on essaie d'automatiser déjà l'ensemble des inputs un peu contenus sémantiques. Histoire de gagner un maximum de temps avec ça, même si au final faire du manuel et du chirurgical, parfois c'est salvateur.
Donc l'ensemble des titles, meta, H1, fil d'Ariane, l'ensemble des inputs SEO, même d'indexabilité, sont automatisés en fonction de certains critères. Et donc il faut que l'infrastructure SEO soit très très propre, parce que du coup chaque critère dépend d'un autre, et que sur un site qui bouge tous les jours, c'est impossible de faire remonter avec autant de crawl, autant de choses un peu plus manuelles où il faut checker et analyser de la donnée. C'est impossible de revenir sur quelque chose qui a été mal géré. Il y a toujours une perte quand on automatise mal. Même s'il faut, je pense, se dire qu'on part jamais avec 100% de bons... Il y a toujours des effets de bord qui sont compliqués à évaluer. Et donc, il faut faire le deuil de ça. Donc nous, on a notamment pour le contenu utilisé du coup les modèles comme GPT-2 pour tester l'automatisation des contenus, parce que ça a eu le vent en poupe notamment depuis quelques mois. Donc avant GPT-3, ça a commencé à monter pas mal. Il se trouve que en fait, nous, on a pu commencer à générer avec des modèles GPT-2 à générer des contenus assez intéressants. Mais vraiment en complémentarité des contenus manuels un peu brandés, vraiment des contenus transactionnels descriptifs qui sont des choses qui sont pas forcément très intéressants pour des rédacteurs de rédiger, donc ça fait sens de passer par de la génération à très petite dose. Faut vraiment que ce soit sur du localisé pour que ça ait un intérêt héroïsable. Pour nous, GPT-3, sur les premiers essais qu'on a fait, est quand même assez coûteux et pas forcément super intéressant pour le moment. Donc on a un peu laissé ça de côté. Et l'automatisation des monitorings, de l'analyse des données, avec les remontées de données sur nos différents systèmes de dashboard et tout un ensemble, une interface SEO pour pouvoir un peu contrôler la santé d'indexabilité et tout ce qui est données structurées, d'autres choses qui sont importantes et sur lesquelles il faut garder un œil. Rémi. Ouais, alors pour être honnête, moi de mon côté, j'ai jamais expérimenté directement GPT-3 pour la génération de contenu. Je suis néanmoins le sujet de très près, hein. C'est sûr que c'est des technos qui offrent de très belles perspectives, hein. SEO, notamment pour les sites à fort volume de pages, ou même d'ailleurs pour les éditeurs de sites, hein, pour faire de l'automatisation d'édition de sites. J'en vois parler d'ailleurs un petit peu sur la twittosphère notamment. Je pense, je suis assez convaincu que ça peut être, soit actuellement, soit dans un futur proche, un moyen de faire des gros gains de budget, voire de performance, hein. Quand je dis de budget, c'est sur la rédaction de contenu. Quand je dis de performance, c'est sur le fait de pouvoir couvrir plus de pages qui performeront mieux. Mais voilà, c'est encore, je pense, réservé plutôt aux équipes assez matures ou aux personnes qui ont vraiment envie de bidouiller de leur côté. Moi, sur tout ce qui est ces sujets d'automatisation, j'ai envie aussi de prendre un peu le contre-pied et de dire aussi, commencez aussi par bien faire vos basiques avant de vouloir utiliser la dernière techno en vogue, hein. Là, on parle de génération de contenu, mais est-ce que vous avez déjà optimisé à la main les descriptions et contenus de vos 100 pages les plus stratégiques avant de commencer à vouloir faire l'apprenti sorcier sur GPT-3. Voilà. Bon, après, quand je dis ça, bien sûr, hein, quand on est des équipes comme Romain expliqué chez Rakuten, quand tu es staffé pour, bien sûr qu'il y a un intérêt à se pencher dessus. Non, mais ça avait l'air sexy quand j'en parlais. Mais au final, en vrai, on en est aux prémices, réellement. Donc, c'est vraiment beaucoup de R&D. Et donc, il faut vraiment prioriser sur ce qui peut être héroïsable parce qu'on en est vraiment aux prémices de ce genre de méthode, quoi. Florian, ton avis ? C'est un peu pareil que ce que disait Rémi à l'instant. J'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter la génération de texte avec des outils et notamment GPT-3. Ouais. On a l'habitude, c'est vrai, d'utiliser des choses plus classiques, hein, pour des listings de produits, alors soit pour des titles, des descriptions, des titres dans les pages, voire même des petits textes, qui ne sont pas forcément des longs contenus, mais plutôt pour introduire une liste de produits, avec des variables de couleur, de taille, de matière, que sais-je encore. Là, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire ça. En tout cas, je sais que chez WAM, le pôle IT est sur le coup, notamment avec
au sujet de GPT-3. David. Ouais, tout à fait. Pour le coup, on s'est lancé pleinement et activement dans l'automatisation de tâches en interne. Alors, c'est un peu différent puisqu'on est une agence. Ouais. Mais durant le projet SEO, du moins tel qu'on l'envisage chez nous, il y a différentes étapes clés, comme par exemple le benchmark concurrentiel, l'étude mots-clés ou encore l'audit technique qui implique beaucoup de tâches manuelles d'extraction de données. C'est de la manipulation d'Excel, tu peux faire des erreurs, tu n'es pas exhaustif, c'est pas très exaltant non plus. Hein. Et donc, c'est inutilement chronophage. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'est attaqué à ce genre de sujet-là. Donc, on voit finalement l'automatisation là, vraiment comme une aide à l'humain. Voilà. Donc, l'idée, finalement, il y a un gain pour le SEO parce que ça dégage du temps pour des tâches un petit peu plus nobles, comme l'analyse, par exemple. Et pour le coup, c'est la promesse qu'on s'est faite. Donc là, on a vraiment mis les deux pieds dedans. On pourra en reparler dans quelques mois, semaines. Et puis pour la génération de texte, on peut déjà faire effectivement des choses, mais je rejoins Romain, c'est-à-dire dans les limites que tu évoquais. En fait, à partir du moment où tu as des fiches produits bien renseignées avec des données structurées, des caractéristiques en fait, c'est pas des données structurées au sens schéma.org, mais caractéristiques de produits, tu peux générer des contenus avec effectivement des algorithmes. Mais je rejoins la nuance que fait Romain, c'est-à-dire qu'on en est au balbutiement, même si tout le monde s'agite là-dessus, et même les partenaires avec qui on travaille sur ces sujets-là, parce qu'on commence à le mettre dans nos prestations sur des sites e-commerce, c'est plus que supervisé, c'est-à-dire que en amont, c'est supervisé par l'humain, mais en aval, c'est rattrapé par l'humain. Et donc, on avance, mais c'est pas encore quelqu'un qui écrit à notre place, même pour des contenus de catégorie. Et puis, ça soulève une vraie question. Si dedans, tu veux mettre un peu la culture, le mood de la marque, etc., et tu veux passer quelque chose, même dans des contenus catégories, là, l'IA peut pas le faire à ta place. Voilà. Justement, Romain Rémy, au niveau de l'extraction et de l'agrégat de données qu'évoquait David, est-ce que vous vous aventurez également sur ce chemin ? Ouais, forcément, à différents niveaux, oui, surtout sur des gros sites, on est obligé d'extraire de la donnée pour les analyser, et c'est souvent la data finalement qui dicte les prises de décision, forcément. Donc à différents niveaux, oui, avec des outils Google, Google quand même met à dispo énormément d'outils maintenant, puis aussi des outils internes parfois qui peuvent être développés en interne et d'autres outils tiers. Donc vraiment à différents niveaux, oui, forcément, on sert de data. J'aimerais bien rebondir aussi sur ce que disait David sur le sujet des données structurées, du fait que sur des marketplaces, évidemment, vu qu'on a beaucoup de providers, de flux, de catalogues, on a des données qui ne sont pas enrichies de la même façon, ce qui génère intrinsèquement de la duplication, que ce soit sur les fiches produits ou d'autres aspects. Et la qualité des flux qu'on va rentrer, pour nous, c'est vraiment la qualité qu'aura le SEO final. Il se trouve que sur des sites comme Rakuten, on a des revendeurs européens, chinois, japonais, pas mal en Europe Ouest et au Japon. Il se trouve que la qualité de ces données est très variable, que pour des problématiques, on va dire, d'ouverture au maximum de revendeurs, on n'a pas forcément d'exigence au début. C'est ce qu'on a eu au début, on n'avait pas d'exigence face aux revendeurs, et je pense qu'il y a un intérêt, c'est ce que fait, je pense, Amazon, c'est de donner un minimum de rigidité et d'exigence pour rentrer, pour que les revendeurs puissent rentrer leur flux dans notre site en amont, pour pas avoir à régler le problème on-site, mais régler le problème de façon à ce qu'on les force à remplir tel ou tel élément, de façon à ce qu'on les force à renseigner des produits avec les bons GTIN, enfin tous les identifiants produits qui peuvent exister, et l'importance de travailler avec des référentiels qui sont en fait des bases de données, typiquement par exemple, je sais pas, Gilbert Joseph, qui va avoir la plus grande base de données qu'on puisse avoir sur les livres, qui va nous transmettre des bases de données propres
qui pourront nous permettre d'avoir des fiches produits propres. Ça, c'est déterminant et je ne sais pas si vous avez le même sujet côté confo ou si vous avez des flux peut-être plus propres que nous, je ne sais pas. Ah non, je te rassure ou je te rassure pas, je sais pas, mais non, c'est je pense, un des énormes enjeux des marketplaces. C'est en effet, qui dit marketplace dit on reçoit du flux vendeur et ça arrive vraiment n'importe comment. Il y a vraiment de tout. T'en as, c'est juste un peu par flemme, j'ai envie de dire. T'en as d'autres, ils essaient, je sais pas, ils pensent qu'ils vont craquer tes algos de marketplace et faire du SEO sur ta plateforme. Alors, ils mettent des mots-clés n'importe où, etc. Alors que ça marche pas forcément. Voilà, il y a vraiment de tout. Pardon ? Je me suis posé la question sur ça, c'est peut-être de la traduction automatisée sur plusieurs pays. Parce aussi, que c'est des mots-clés, tu sais. Donc il y a tout, hein, vraiment, on voit plusieurs cas, mais c'est clair que la qualité des flux marketplace est très variable et plutôt même mauvaise au global, on va dire. Et forcément, vu que la masse, finalement, enfin, la majorité des pages, la masse des pages d'une marketplace, c'est quoi? C'est ses produits marketplace, en fait. Hein. Et du coup, tu te retrouves avec une qualité de contenu perçue globale qui est mauvaise, avec de la duplication versus les autres marketplaces qui reçoivent le même flux, des fiches très pauvres, des champs mal renseignés, etc. Et je te rejoins complètement. Et c'est un combat, d'ailleurs, que j'essaie de mener, c'est de commencer, en effet, à avoir des exigences auprès des vendeurs, des revendeurs. Donc, ça peut être des champs dans le flux obligatoire, des formats de champs obligatoires, etc. Voilà, il y a plusieurs solutions. Mais c'est dur de contraindre les vendeurs, les revendeurs, parce que justement, comme tu le disais, au niveau culturel, ils ont été habitués à ce qu'on leur ouvre les portes, quoi. On leur a déroulé le tapis rouge sur la plupart des marketplaces. C'était la course à celui qui a le plus gros catalogue, à la prise de marché, etc. Je pense que tout le monde en revient un peu là. Et justement, à ce sujet, Mano a surpris tout le monde dans son domaine, et notamment en SEO. Hein, c'est une marketplace qui a tout explosé. Ça m'arrive, maintenant je suis un peu dans le jardin, et donc je commande avec Mano, mais il y a toujours l'œil du SEO qui regarde, et j'ai le sentiment, mais c'est peut-être juste dans la verticale que j'ai regardé, que justement ils ont fait d'énormes efforts de ce côté-là, avec des pages énormément renseignées. Je ne sais pas si vous avez creusé un peu le sujet. Est-ce que pour le coup, c'est ce qui peut expliquer aussi leur montée en puissance je sais pas. Ouais, c'est clair que dans la grosse concurrence des marketplaces, si tu en as une qui arrive à se dégager et à avoir moins de fiches produits dupliquées que les autres, des fiches mieux renseignées, c'est clair que c'est game breaker hein, sur la masse, sur des millions de produits. Ça fait toute la diff de la qualité perçue globale du site, quoi. La qualité sémantique, il y a tout qui va être le maillage, les rattachements de produits aux bonnes catégories vont être bons. Enfin, ça impacte tout, je pense. C'est game breaker, ouais. Dans les routines du SEO, le suivi et l'analyse des données techniques, ça reste un immanquable. Comment est-ce que vous procédez concrètement l'un et l'autre, hein, Romain, Rémi, là aussi? Est-ce que vous avez recours à l'automatisation, Romain? Donc sur les parties plutôt techniques, on était à mon arrivée, on était quand même c'était très archaïque, c'était très manuel. On avait une infra qui était vieillissante parce qu'on n'était pas sur des outils qui étaient autonomes. Et donc, le gain d'autonomie, on a développé un outil interne spécifique au SEO. Il y a eu pas mal de réticences en interne. Il a fallu expliquer, notamment au niveau de ce que ça impliquait, puisqu'on avait certains outils qui permettaient de modifier directement des informations sur le site et que du coup, ça ne passait pas directement par le processus de mise en production, c'est-à-dire mise en preview, test, etc. On a gagné énormément de temps d'action sur l'ensemble de nos inputs. C'est simple, au niveau des actions qu'on pouvait automatiser, c'est toutes les actions d'indexation, le MetaRobot, etc., la canonical, toutes les actions pour enrichir les balises de structuration. Alors je pourrais malheureusement pas rentrer dans les détails de comment on faisait telle ou telle chose. Là, on rentre plutôt sur de la confidentialité. Mais en tout cas, oui, on a automatisé pas mal de choses. Il y a encore beaucoup de chantiers à faire. Et une des problématiques à laquelle on s'est heurté, c'était la synchronisation entre les différents outils. Je vous donne un exemple. Quand une page tombe n'a plus de produit,
on a le choix entre renseigner tel ou tel code réponse, donc soit 404, 410, etc., en fonction de si on sait si le produit va revenir ou non. Et donc, il faut le synchroniser avec les autres outils. Par exemple, le synchroniser avec l'outil d'indexation pour dire si une page tombe en no product, il faut la retirer de l'outil qui nous permet d'indexer cette page. Ça paraît bête comme ça, mais sur des outils qui permettent de gérer autant d'inputs, il faut absolument gérer ça. Et ça nous a pris beaucoup de temps après, en amont, de synchroniser les différents outils, de le maintenir, de créer une UX suffisamment fiable pour permettre à des éditeurs non SEO de pouvoir l'utiliser aussi, quoi. Donc voilà. Rémi. Ouais, mais carrément, hein, il faut automatiser ça, il faut des alertes, hein. Il y a des outils qui existent, des outils tiers ou développés en interne, mais des outils pour te prévenir quand quelque chose ne va pas sur des pages, notamment des pages stratégiques, parce que qui dit gros site dit on ne peut pas avoir l'œil sur toutes les pages de son site, hein. C'est pas, voilà, quand on n'est pas sur son petit WordPress de 10 pages, forcément il y a des choses qui peuvent nous échapper. Donc il peut y avoir des outils tout simples, hein. Par exemple, il y a même en version gratuite d'ailleurs un outil comme Uptime Robot qui permet de prévenir quand une page est down, quand un statut a changé, quand le contenu a changé, ce genre de choses. Voilà, donc ce genre d'outil peut être très utile. Et après, moi de mon côté, le truc hyper important, alors j'ai envie de dire c'est pas vraiment de l'automatisation, c'est de la semi-automatisation, mais c'est de faire des crawls réguliers, quoi, des crawls réguliers et récurrents pour comparer entre deux crawls. Est-ce qu'il y a des variations, avoir une alerte s'il y en a une. Donc voilà, moi je bosse personnellement avec OnCrawl depuis assez longtemps, même quand j'étais en agence. Et donc il y a des possibilités dans ce cadre d'automatisation, de planification de crawl et de la comparaison à ce qu'ils appellent le crawl over crawl, la comparaison de deux crawls. Voilà, il faut monitorer des alertes, il faut aussi anticiper, hein. Anticiper, c'est anticiper les éventuelles régressions. Donc avant une sortie d'une nouvelle version, d'une nouvelle feature, ce qui est bien, c'est d'avoir des pré-prod et de crawler ces pré-prod et de la comparer avec la prod quand on peut avoir un jeu de données à peu près ISO, ce qui est, je vous l'accorde, pas toujours évident. Enfin voilà, mais oui, il faut sa liste et ses dashboards clairement de KPI SEO technique phare, quoi. Donc ça peut être voilà, surveiller son pourcentage de statut autre que 200, voilà, l'évolution des 300 internes, ce genre de choses. Voilà, sur les gros sites, c'est là que l'analyse de log va être super utile. Puis maintenant, même pour ceux qui ont pas les moyens ou moins de ressources, il y a la Search Console, hein, qui a quand même, on peut le souligner, une fois n'est pas coutume, bien évolué dans le bon sens. Avec la partie, enfin dans les paramètres là où on a quand même des reportings de crawl assez fournis, intéressants et qui ont l'air de se préciser petit à petit. Voilà, donc automatiser le reporting, avoir des dashboards, se mettre des alertes, crawler, voilà, et être vigilant. Bien sûr, l'humain doit être vigilant. C'est le rôle du consultant SEO, du responsable SEO et de l'agence aussi d'ailleurs. Florian, ton avis? Oui, absolument, il a raison, hein. C'est un des rôles de l'agence. Moi, j'ai été des deux côtés, hein, chez l'annonceur et en agence, et c'est vrai que je trouve qu'on est plus... En tout cas, de mon expérience personnelle, on peut être plus flexible en agence, tout simplement parce qu'on a tout type de clients et surtout de taille de clients. Chez WAM, par exemple, c'est vrai qu'on est pas mal équipé en outils pour l'analyse et le monitoring technique. Ça va du crawl régulier sous Screaming Frog pour des sites de seulement plusieurs milliers de pages, à des solutions SaaS comme OnCrawl, je crois que c'est Rémi qui en parlait tout à l'heure, oui. Pour des sites plus conséquents. En tout cas, c'est vrai qu'on a l'habitude, et David confirmera qu'on a l'habitude d'essayer ce qui se fait de plus sérieux dans l'industrie pour tous ces aspects techniques. Je confirme. Effectivement, le chef de projet est garant de la santé technique du site, des clients, au sens SEO bien sûr, hein. Donc on n'hésite pas à mettre un petit billet pour s'équiper. Pour revenir, pour voir l'autre côté, c'est vrai que dans mon expérience chez l'annonceur, c'est vrai que j'avais rencontré des difficultés pour m'équiper d'outils finalement assez basiques, hein, dans le quotidien du job. Un crawler par exemple, ou un outil comme SEMrush.
C'est la base, et même pour ça, ça passait pas aux achats, donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est plus flexible. D'ailleurs, David, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça arrive aussi à certains de nos clients qui ont du mal à s'équiper. Oui, tout à fait. En fait, hein, dans des grands groupes, le fait de s'équiper en outils SaaS doit passer par un processus un peu complexe, par les achats, par la DSI, et ça peut être long, semé d'embûches. Donc, effectivement, on fait appel à nous. Et donc, on fournit les outils dans notre service, c'est inclus, et comme ça, on avance sur l'essentiel. Voilà. Et puis après, on rapatrie les données dans Data Studio, et puis voilà, ils peuvent en bénéficier. Pour terminer sur la question de l'automatisation de tâches et des routines, est-ce que vous y avez recours pour l'optimisation SEO, comme par exemple les balises title? Oui, tout est automatisé de notre côté. Après, c'est des checks un peu récurrents, manuels. Je vous cache pas, donc ça paraît assez basique et archaïque, mais au final, ça fait son effet. La Search Console, comme le disait Rémi, est assez opérationnelle, sur ces aspects-là. Donc, on automatise pas mal de nos tâches, même si au final, pas mal de choses ne peuvent pas l'être. Et il faut donc réduire au maximum nos efforts, quoi. Rémi. Ouais, mais pour parler des balises title, par exemple, je sais pas si c'est de l'automatisation en tant que telle, enfin, au sens automatisation un peu là, à la mode IA, etc. Là c'est pas du tout ça, mais ouais, on peut faire des règles auto, finalement, des sortes de matrices qui s'appliquent, quoi, et qui font du traitement de masse. Et puis après, on vient toujours ajuster, faire des imports semi-automatisés par-dessus pour ajuster, ou voir à la main sur du top stratégique. Mais automatiser ce genre de choses, comme les basiques, comme les titles, c'est nécessaire, même pour un petit site, je pense, qui a peu de moyens techniques et financiers. C'est assez simple d'avoir des règles un peu sur ce genre d'éléments, chauds SEO, que ce soit des balises à chaîne, des titles. Voilà, il suffit de se créer des matrices, même dans un simple Excel, tu te fais de la concaténation, des machins. C'est plutôt simple, quoi. En tout cas, ouais, les titles, d'ailleurs, on remarque la puissance, enfin, c'est toujours aussi important, hein, la puissance des titles, ça bouge pas, malgré la mage récente, d'ailleurs. Je divague un peu sur un autre sujet, hein, mais Oui. il y a la fameuse mage Google qui se met à réécrire des titles. Et d'ailleurs, je rebondis, c'est un peu sur le sujet de l'automatisation, mais Google se met à faire de l'automatisation de réécriture des titles, et on voit bien que même le grand Google fait des fails, quoi. On voit des gros loupés assez drôles d'ailleurs sur Twitter. Donc si Google se plante, ça veut bien dire que l'automatisation à tout va, c'est pas toujours la bonne solution ou assez avancée encore, quoi. C'est juste. Mais voilà, en résumé, quoi, c'est dégrossir le travail avec de l'automatisation, des règles automatiques, et ensuite venir retoucher avec un humain, quand même, c'est bien. Autre sujet qui s'est fait remarquer cette année, les contraintes de tracking des indicateurs clés de performance, notamment en raison du resserrement des règles RGPD. Alors justement, comment est-ce que vous avez accueilli ces contraintes de tracking, et est-ce que vous en avez constaté des effets concrets sur votre suivi d'audience? Alors ça se fait dans la douleur, hein, et sans aucune anticipation, je vous le cache pas, alors qu'on aurait pu, clairement, évidemment, on est souvent la tête dans les projets. Et pour nous, ça s'est fait un peu dans la douleur parce qu'on ne savait pas trop exactement comment ça allait se concrétiser sur le site. On avait déjà eu quelques modifications sur les années précédentes à ce niveau-là. Le 1er avril, ça s'est matérialisé comme ça pour nous. Le 1er avril, on a perdu évidemment beaucoup de données. On s'est rendu compte au final que pas mal des données de sessions, de visites, des données analytics changeaient de referral. Il se trouve que le temps que les personnes, avec le nouveau système, avec le SCMP, le Consent Management Platform, le temps que les personnes se mettent à réaccepter la politique de cookies, alors évidemment il y a une perte du pourcentage de consentement qui est logique et qui est parfaitement logique, qui a été fait à hauteur, pour nous en tout cas, et en fonction des devices c'est différent, mais pour nous ça a été à hauteur de 5% environ de personnes en moins qui acceptent. À savoir que sur desktop, on a eu plus de rétention,
Et sur mobile, il y a eu beaucoup moins d'acceptation sur les nouvelles normes RGPD. Je pourrais malheureusement pas dire quel système de CMP on utilise, mais en tout cas, on a mis à peu près 3 semaines, 1 mois à récupérer un même degré de représentativité sur le consentement. Et donc ça s'est fait dans les difficultés. Nous, de notre côté, après, on a mis en place des choses pour contrebalancer ces effets-là, parce qu'au final, c'est du fatalisme. On ne peut pas empêcher que ça arrive. On ne peut pas essayer de complémenter avec d'autres sources de données. On a tout simplement mis en place un système et un accord avec d'autres équipes pour pouvoir essayer de contrebalancer ces données, ces pertes de données, pour évaluer tout simplement le différentiel entre ce qui a été perdu et ce qui est rationnel de voir à telle période de l'année. Rémi, ton avis? Ouais, vaste sujet que la RGPD, là, ça a ébranlé quand même pas mal toute la sphère web marketing. C'est clair hein, que pour nos métiers, c'est tout sauf une bonne nouvelle, on va pas se le cacher. Hein. On a des métiers quand même, voilà, on a cette chance et cette force de faire de l'analyse de données, de l'analytics, et là on nous en ampute une partie. Moi, oui, d'ailleurs, pour comment ça s'est passé chez Confo, pour le coup, ça a été bien anticipé et ça s'est plutôt bien passé, on va dire, entre guillemets. Alors, bien sûr, on perd de la data, mais voilà, bien anticipé, quand on s'y attend, ça va. Après, on peut réconcilier de la donnée, on peut faire de l'extrapolation, voilà, il peut y avoir des outils de réattribution. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui permettent de lisser, de gommer un peu, en fait, cette perte de data. Mais bon, il y a de la perte. En tout cas, moi, un truc intéressant que j'ai remarqué, c'est que tous les leviers sont pas impactés au même niveau. Alors, je sais pas si c'est une affaire de psychologie, de comportements différents, de maturité un peu de chaque cohorte, de chaque levier, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Mais voilà, par exemple, les leviers ne vont pas avoir le même taux de consentement. C'est-à-dire quelqu'un qui vient du SEA, de la FIL, du SEO. Oui. Voilà. Et ça, notamment pour de l'extrapolation, si c'est pas pris en compte, ça peut fausser, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un sujet intéressant. Il y a des différences de comportement, de conversion, etc. selon le levier. Ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête aussi. C'est intéressant ce que tu dis, pardon, je me permets de t'interrompre, oui, parce que je t'en prie. juste avant cet enregistrement, on était à un rendez-vous trimestriel avec un client. Ouais. Parce qu'en vrai, on travaille aussi, hein, on ne fait pas que des On fait pas que des webcasts. podcasts. Et alors, c'est drôle parce que pour le coup, il y avait un peu cette situation-là où il n'y avait que moins 5% dans l'acceptation des cookies. Par contre, une perte de 40% du trafic. Alors peut-être que effectivement il y a aussi des problèmes de referral, peut-être aussi des problèmes de tracking, mais on se rend compte que on perd pas nécessairement d'audience, on perd surtout de la donnée et bon, à la fin on arrive quand même à avoir des chiffres depuis les outils internes, mais on avait déjà du mal à refaire des parcours et l'attribution est déjà un sujet complexe chez les e-commerçants. Là là ça a tout dynamité. C'est vrai que c'est un peu compliqué, on est une période d'entre-deux, là c'est un peu complexe. Ouais. C'est clair, ouais. Et ouais, au niveau de l'analytics, hein, moi je pense que le SEO, on est plutôt mal loti en fait. Hein. C'est-à-dire que je pense que justement, par rapport à ce que je disais, le SEO, enfin les cohortes, les comportements des gens qui cliquent sur les annonces, enfin sur les résultats organiques, pardon, ben, ils ont tendance à pas trop consentir hein, aux cookies. Je pense que c'est une histoire de psychologie, voilà, en fait, le public organique, pour moi, l'audience organique, elle est souvent assez mature. Ils peuvent avoir des notions parce qu'ils vont avoir tendance à passer, à scroller en fait les annonces, le SEA, les ads. Donc, ils ont souvent au moins une petite notion, même très vague, sur la publicité en ligne. Et ils vont avoir une méfiance envers la publicité. Et donc, quand ils arrivent sur le site avec un bandeau, là où on dit, ouais, on vous met des publicités, les cookies, je pense qu'il y a une tendance comme ça à ce qu'ils refusent plus. Et donc le SEO, je pense qu'on a des mauvais taux de consentement versus d'autres leviers. Alors bien sûr, c'est des hypothèses, attention, sur les explications psychologiques, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a bel et bien des différences de consentement. Et puis tu parles aussi d'analytics, mais voilà, il y a les modèles d'attrib aussi qui sont complexes. Et le SEO peut aussi être lésé d'ailleurs dans certains modèles d'attrib. Il faut faire très attention à ça, ça change tout.
Oui, d'accord. Et enfin, ouais, pour revenir sur la perte de data dans la douleur, il y a aussi un phénomène, c'est que le pourcentage de consentement, il a tendance à diminuer au fur et à mesure du temps. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe chez mes différents clients. Et donc, c'est, je pense, l'explication, là aussi, c'est une hypothèse que j'ai, c'est que les gens, ils comprennent de plus en plus qu'ils ne sont pas obligés d'accepter les cookies pour que le site marche et pour naviguer correctement. Donc finalement, sur ce sujet-là, il va falloir sans cesse se renouveler. Donc ça passe par des A/B tests de bandeaux, des tests d'affichage, toujours bien sûr dans les limites de ce que nous impose la loi, pour essayer toujours de de garder un taux de consentement le plus haut possible. En fait. Il y a l'exemple des médias qui, certains, avec leur bandeau cookie, si tu n'acceptes pas le cookie, ils disent bon bah merci, au revoir. Et voilà, ou alors il faut payer. Ouais, on le voit de plus en plus là sur les médias, ce modèle refusé en payant, quoi. Ouais. Romain, tu as abordé un peu le sujet. Comment est-ce que vous êtes adapté à cette situation? On sait que toute l'industrie est en retard. D'ailleurs, Google lui-même n'a pas encore de solution. Alors, je pense qu'une des réponses, ce serait peut-être faire évoluer, comme disait Rémi, c'est complexe, mais d'évoluer le modèle d'attribution, parce qu'on a pas mal de... plus on a un modèle d'attribution fin, plus on pourra essayer de comprendre d'allouer un poids qui est intelligent sur le poids à quel moment il est entré par tel ou tel levier. Des sites fonctionnent encore en raisonnant ce qu'on appelle le first touch ou le last touch, c'est-à-dire est-ce qu'il est arrivé la première fois par le SEO ou le paid. Je pense que sur ce genre sur l'augmentation, sur la baisse du consentement global, je pense que ça peut être dangereux et terriblement incomplet de fonctionner avec ce genre de modèle d'attribution. Donc je pense qu'il faut faire évoluer. C'est politique en interne. Ouais, voilà. Puis c'est politique, c'est extrêmement politique, notamment avec les paid. Ça arrange bien souvent le paid, pas de langue de bois. Oui, effectivement. Et par exemple, nous on fonctionne avec Internet au niveau Analytics. Et il y a un système qui permet en fait de faire une réconciliation de données après consentement, ce qui permet de garder une sorte d'ID anonymisé de l'internaute et de lui affecter ensuite les données de comportement une fois qu'il a consenti, s'il consent après une prochaine visite ou après 1 ou 2 pages, ce qui est super intéressant à faire et qui devrait être généralisé. Et il faut faire connaître ça, je pense. Donc on a contrebalancé ça aussi avec d'autres données. On a essayé d'établir des coefficients de corrélation avec des outils dont on sait que le système de notation serait le même avec le temps. Donc les systèmes qui ne sont pas analytics, GSC ou les outils de visibilité type SEMrush, Hystrix, etc. Établir une corrélation avec ça. Un coefficient de corrélation permet de déterminer si ça s'éloigne de plus de 10%, j'exagère un peu, peut-être plus de 5%, c'est qu'il y a un souci de tracking. Et donc c'est à partir de là où il faut constamment checker les mêmes choses, vérifier s'il n'y a pas des anormalités entre les devices, sur les différentes catégories du site ou ou en fonction des différents structures que vous avez sur votre analytics, et c'est là que vous pourrez rapidement voir s'il y a un souci ou non. Rémi? Ouais, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, carrément, il y a des choses toutes simples à mettre en place, pour surveiller tout ça. Vous faites un petit data studio, vous insérez sur un même graphe la courbe des visites SEO, en fait, analytics, des visites organiques, plus la courbe des clics GSC, et vous voyez si elles suivent bien la tendance ou s'il y a des moments où ça diverge, en fait, et ça peut donner des indications. Je pense qu'après, voilà, j'ai pas mal déjà répondu à la question, mais c'est ça, c'est après, faut aller sur de l'extrapolation, et pour faire une extrapolation efficace, il faut déjà que son modèle d'attrib soit assez évolué, pas sur des modèles archaïques. Et voilà, il y a l'attribution, avoir un bon modèle d'attribution où en effet on met les bons poids sur les bons touch points du parcours utilisateur, du parcours client. Et après, même certains acteurs vont encore plus loin avec de la réattribution, avec des modèles algorithmiques,
Alors en avril, il y avait le Google I.O., on en a parlé d'ailleurs dans ce webcast, et parmi les nouveautés annoncées, il y a la volonté forte de Google de rattraper son retard dans le e-commerce. Google mise beaucoup sur Google Shopping notamment. Est-ce que vous exploitez concrètement l'exposition offerte par les flux shopping, notamment l'organique qui est gratuit? Alors, nous, de notre côté, malheureusement, j'aurais pas forcément beaucoup de visibilité sur ce sujet, vu que nous, on faisait partie un peu du produit. Et certes, il y avait ces annonces, malgré tout. On est resté quand même sur le fonctionnement du paid en interne chez Rakuten fait que je pense qu'on a préféré faire valider ce genre de nouveautés et se concentrer vraiment sur des aspects plus essentiels. Donc je ne pourrais pas forcément donner énormément de données intéressantes à ce sujet. Peut-être que Rémi, oui. Ouais, écoute, chez Confo, c'est pareil, hein, SEA, SEO, on bosse quand même, il y a quand même des belles synergies, mais c'est bien la partie paid SEA qui gère les flux produits, hein. Et donc cette fonctionnalité-là du Google Shopping, des emplacements finalement gratuits dans Google Shopping, des emplacements organiques, c'est directement géré par le dans le Merchant Center, pardon, je vais y arriver, avec l'activation tout simple d'une option en un clic, mais il faut déjà avoir un flux produit optimisé en fait, hein. Donc le mieux c'est, comme toujours, comme pour Google Shopping Paid, c'est d'avoir son flux retraité par des outils tiers type Lingo, Shopping Feed, l'ex-Shopping Flux, voilà ce genre d'outils. Mais en tout cas, voilà, ça s'active en un clic, c'est que du bonus, des emplacements gratuits dans Google Shopping, donc je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Si vous avez la main dessus, foncez, quoi. Après, voilà, les volumes de ce que j'ai observé sur quelques clients chez qui je l'ai activé, les volumes ne sont pas encore incroyables, hein. C'est clair que ça ne va pas faire exploser votre trafic SEO, mais la tendance semble être plutôt à l'augmentation de clics provenant de ces annonces, de ces emplacements shopping gratuits. Par contre, voilà, attention pour l'analyse, hein, des résultats, c'est encore assez compliqué à ma connaissance, à date. Je crois que ça remonte pas dans la Search Console, et dans Google Analytics, par exemple, ça tombe dans le Google organique global, quoi. C'est indifférencié. Donc, il reste que l'interface Merchant Center, en fait, où il y a quelques data qui se battent en duel, clic, je crois, impression, CTR. Après, on peut faire par produit, on peut avoir les données de clic par produit, par catégorie, par flux, voilà, il y a des trucs comme ça, mais c'est assez sommaire l'analyse des résultats pour l'instant. Florian, je reviens vers toi, ça fait longtemps que je t'ai pas embêté. C'est vrai. Merci Kevin, merci de ne pas m'oublier. Vas-y, on t'écoute. Ce qui concerne Google Shopping gratuit, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de l'expérimenter à titre personnel, mais j'en ai parlé avec l'équipe, là, j'ai posé la question. Et c'est justement l'autre Florian, pour ne pas le citer, qui a pu voir ça avec un de ses clients. Et malheureusement, finalement, c'est le même constat que Rémi, c'est qu'il avait peu d'insight à me partager au moment de la discussion. Quoi qu'il en soit, on peut imaginer que c'est quelque chose qui va s'imposer petit à petit chez les e-commerçants. Parce que quand on voit l'exposition offerte aux marques sur mobile notamment, je recherchais hier par exemple poussette canne, poussette bébé pour l'un de nos clients. Pas d'heureux événements à nous annoncer. Non, là, plus maintenant, elles sont grandes. et en fait, tout mon écran est accaparé par un carrousel shopping qui me propose un onglet à gauche produit avec des filtres marques. Ça, c'est vraiment du flux shopping. Et un onglet site de comparaison à droite. Et c'est la première fois que je le voyais. J'ai trouvé ça assez spectaculaire parce que j'ai trouvé pertinent. Ça prenait tout l'écran. Ça va, je pense, forcément induire un changement lors du parcours utilisateur. Je pense que là, avec ce genre de manœuvre au chausse-pied, on va s'y mettre. Ouais, c'est clair, on le sait, Google, ils forcent, de toute façon, ils imposent leurs produits, et shopping, les carousels prennent de plus en plus de place. Donc, raison de plus de foncer et d'activer cette option gratuite. Pourquoi s'en priver dans son Merchant Center? D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais je disais donc qu'il faut idéalement, il faut un flux optimisé.
comme pour le shopping classique, hein, payant. Mais il me semble qu'on peut être éligible aussi à ces emplacements gratuits seulement avec avec les rich snippets, avec le balisage schéma.org en fait produit. Ok, intéressant. Il me semble. Et plus globalement, est-ce que vous suivez les annonces de Google? On citait à l'instant l'événement Google I.O. Est-ce que vous avez concrètement le temps de tester des choses comme par exemple le panier de commandes de Chrome? Robin? Alors oui, on suit les annonces Google. Les grosses conférences I.O., etc. sont très intéressantes, mais elles sont assez généralistes. Elles leur permettent de faire pas mal de choses. Une partie seulement nous adresse en tant que SEO. Donc on suit pas mal, mais c'est quand même assez généraliste et les évolutions des futures mises à jour Google sont quand même assez globales pour changer nos roadmaps à fond. Donc nous, on reste vraiment, comme le disait Rémi beaucoup plus tôt, on reste sur des éléments beaucoup plus terre à terre, sur ce qui marche en SEO, et on suit ça, enfin en tout cas moi je suis ça de façon un peu éloignée en tout cas. Ouais. Okay. Rémi? Ouais, bien sûr, on suit quand même les annonces Google, voir s'il y a des évolutions ou des nouvelles features qui peuvent être intéressantes, comme voilà, les flux gratuits, le panier de commandes en tant que tel. Ça me dit quelque chose, c'est le panier en fait transverse côté navigateur, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Ouais. Ok, ouais, c'est logique, hein, c'est Google qui continue sa course à l'e-commerce, hein, et qui va bientôt devenir une grosse marketplace, hein, pour reprendre la place qu'Amazon lui a volée, quoi. Mais ouais, non, suivre, oui, forcément, on fait de la veille SEO, mais aussi il faut faire de la veille global web marketing. Puis après, il y a les annonces Google, on en a parlé en début de podcast, il y avait les Core Web Vitals, etc., quoi. Donc faut suivre ce qui se dit. Néanmoins, parmi les annonces faites au début de l'année lors du Google I.O., il y a l'accent qui a été mis sur de nombreuses évolutions de la compréhension de l'intention de recherche de l'internaute par Google, notamment avec MUM. Ouais, c'est ça, que j'ai trouvé assez spectaculaire, en tout cas dans le concept. C'est-à-dire que tu prends une photo de tes pompes et tu demandes à Google si avec ça tu peux gravir le mont Fuji. Et puis il va te dire oui ou non, il va te donner des conseils. Et puis d'ailleurs, si une réponse japonaise est plus pertinente qu'une réponse française, ouais, il te sert la réponse japonaise, mais traduite directement. Donc c'est vrai que ça va encore plus loin, sur plus de pertinence. Je trouve ça assez spectaculaire. Pour l'instant, ils ont surtout fait une annonce, ils n'ont pas montré grand-chose. On a pu voir néanmoins autour des requêtes liées au vaccin et ses différentes dénominations, Coronavaccin, Pfizer par exemple, oui, qu'ils ont utilisé même pour justement un peu trouver les différentes... rapprocher les milliers de demandes dans différentes langues et servir des résultats de recherche beaucoup plus structurés. Donc c'est assez sympa, notamment sur mobile. C'est vrai que c'est vraiment au service d'une meilleure information. Ça vous inspire quoi? Vous regardez un petit peu ça de loin. Bon, c'est un peu difficile, la réponse est un peu dans la question, c'est un peu difficile d'anticiper parce qu'ils n'ont pas dévoilé grand-chose. Mais en même temps, on essaye de se mettre à la place de certaines situations qu'on rencontre chez les clients. On se dit, ouais, ça peut être assez spectaculaire. Est-ce que ça ne va pas durcir la concurrence au niveau des réponses, quoi? Pour ma part, je pense que ça va épurer tous ceux qui jouent du spam pour pouvoir faire du business là-dessus. Je ne parle pas juste uniquement en tant que SEO pour les SEO. Je parle vraiment sur tous les marchés. Pour nous, l'image concernant cette amélioration de la compréhension de la long tail, par exemple, on l'a très vite repéré parce que sur nos champs sémantiques, sur des pages long tail, on a très facilement des degrés de proximité sémantique qui fait que Google a du mal à comprendre ce qu'il y a sur la page et donc à servir sur telle ou telle requête. Et donc, si je devais donner un retour, un feedback sur ça, ce serait de dire que à mon arrivée chez Rakuten, j'avais l'impression que tout ce qui était balisage était très important sur la page, beaucoup plus que ce que je pensais. Et avec le temps, petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, Google, on l'a remarqué par exemple sur des pages à 1 ou 2 produits, là où c'est déterminant de se dire que le listing produit a un impact. En fait, il a le poids qu'a le listing produit dans une liste, dans une pagination de marketplace est devenu beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'il
il ne prend plus les aspects contenus pour argent comptant. Il va vraiment avoir une sorte de libre arbitre sur les éléments qu'il voit sur le site, pas uniquement UX, mais de façon plus terre à terre, le listing produit. Il repère exactement que nous sommes en marketplace, que c'est un site transactionnel, que des pages de liste, ce qui est le plus important pour l'utilisateur, c'est le listing produit. Et moi, en l'espace de 2-3 ans, j'ai vu le poids accordé à ces éléments-là augmenter. Et pour moi, c'était que pour du bon, quoi, parce que on se positionnait de mieux en mieux sur des requêtes où voilà, par exemple, je sais pas, bac, hein, une page bac. Ça peut être un bac de jardinage, un bac à sable, ça peut être beaucoup de choses. Les marketplaces doivent se positionner sur ce genre de requêtes pour aller chercher des mots-clés qui sont assez apporteurs de trafic. Malheureusement, c'est quand même des intentions de recherche qui sont parfois à la jonction de plusieurs catégories. Et avec le temps, on s'est rendu compte qu'on avait de moins en moins de mal à se positionner sur des requêtes sur cette compréhension-là. Donc, que du bon pour nous en tout cas. Rémi? Ouais, je partage l'avis de Romain. C'est plutôt en général pour les gros sites et les marketplaces que du bon, comme tu disais. Et puis de même, je ne sais pas si on peut anticiper ça à l'échelle d'une marketplace, d'un énorme site, si on peut anticiper ce genre de mise à jour, de nouvelles techno. Je ne vois pas trop comment. Donc, finalement, ça se déploie et après, il faut analyser, quoi, faire un peu du reverse engineering, comme on dit, et voir ce qui s'est passé, voir s'il y a des tendances qui se dégagent. Mais à l'avance, prédire sur ce genre de truc, ça me paraît quand même très compliqué. Et puis, pour faire un peu mon Googler de base, là, voilà, c'est vrai que a priori, si vous bossez dans le bon sens, il n'y a pas de raison que ça vous porte préjudice, ce genre de mage. Florian, C'est toi, plus là aussi les petits tricheurs qui s'inquiètent. Florian, toi, comment t'appréhendes tous ces changements? Oui, je suis d'accord avec Rémi, c'est difficile à se projeter. Moi, pour répondre à la question, moi, je suis très curieux de voir ces changements en action, notamment par rapport à ce dont parlait David, c'est-à-dire MUM. C'est difficile de faire des projections. En revanche, ce que je peux très très bien imaginer, c'est la manière dont Google va mettre en avant ses propres résultats de recherche, et notamment par le caractère multimodal de MUM, c'est-à-dire avec des réponses au format texte, image, vidéo, audio. On est habitué, hein, mais il y a fort à parier que le grand gagnant de cette évolution soit Google lui-même. Et c'est pas nouveau, hein. Ça fait plusieurs années, il suffit d'observer les résultats de recherche dans le secteur du voyage, par exemple, avec ce qu'ils ont fait avec Google Trips, mais également, puis belle lurette aussi, avec les feature snippets ou tout simplement le knowledge graph. Une dernière question, un dernier point que j'aimerais aborder avec vous. Alors, c'est l'un des serpents de mer du search marketing. C'est les possibilités de synergie entre les pratiques SIA et SEO. D'ailleurs, une fois encore, on en a fait également un webcast. On avait accueilli Simon Neus de Better and Stronger. Vous, messieurs, est-ce que vous pratiquez ces synergies pour plus de visibilité? Alors, de notre côté, on est vraiment sur une équipe avec ses produits, développeurs, techniques, etc. En majorité. Malgré tout, évidemment, on est ensemble sur les principaux événements et les campagnes sur les gros événements marketing. C'est plutôt eux qui nous aident en fait, parce que c'est eux qui communiquent beaucoup plus que nous intrinsèquement avec les équipes commerciales pour savoir quel gros deal il va y avoir et donc sur quelle masse de trafic on va avoir sur telle ou telle catégorie. Ils nous aident à avoir de la visibilité sur ce qui pourrait pousser plus facilement. Et c'est en ça que ça nous aide. Après, en soi, sur les projets plus techniques, etc., ce sera un peu moindre. Voilà. Rémi? Ouais, franchement, il y a des synergies à créer entre SEA et SEO, hein, j'en suis convaincu. Déjà, il y a des synergies. Enfin, il y a de la data à récupérer côté SEA. On le sait que Google est est de plus en plus avare de data côté gratuit, on va dire, versus côté payant. Donc, il y a de la data mots-clés, impression, volume de recherche à aller chercher. Ça peut permettre aussi de tester certaines choses, de voir voilà, c'est le classique, quoi, voir ce qui marche côté SEA, les grosses requêtes, et après aller les travailler côté SEO.
Après, il y a plein d'autres synergies à créer. Il y a, je pense, des stratégies même sur la marque aussi à créer. C'est-à-dire que l'éternel débat, est-ce que ça sert d'enchérir ou non sur sa marque en SEA? J'avais plutôt l'avis à la base que non, c'est bon, on sera dans tous les cas premier en SEO. Alors déjà, il y a le cas squatting concurrent, mais en plus, il y a aussi le fait de relais commercial. Le SEA a quand même ses avantages de pouvoir relayer des informations directement, alors que nous, on fait un peu... tout ce qui est title, méta-description, ça se met pas à jour ultra vite. Les site links, j'en parle pas. Enfin, voilà, donc il y a des synergies, et après, voilà, c'est dans des projets communs, on peut s'entraider. Je sais pas, par exemple, on parlait de construction de title, etc. Côté SEA, ils font de la construction de libellés, et on peut avoir des intérêts communs Puis il y a et des aussi, projets communs. oui, puis il y a aussi la créativité offerte maintenant aux annonceurs. Là, je pense notamment au mobile. Tu as des espaces maintenant en SEA où tu rentres vraiment en immersion dans la marque avec des choses très visuelles, très sympas. Donc, effectivement, ça peut être très, très complémentaire. Justement, moi, j'aimerais vous poser des questions en ouverture, comme on a la chance de vous avoir tous les deux. Déjà, merci d'avoir pris autant le temps avec nous. Moi, j'ai deux questions. C'est la première, et c'est très ouvert, et ça peut être totalement subjectif, pardon. À quoi vous vous attendez en 2022 côté SEO? Ou encore, c'est où et où qu'est-ce que vous aimeriez voir en 2022 arriver dans le SEO? Le retour des titles, peut-être. Mais ça... Non, plus sérieusement, à quoi je m'attends ce serait une évolution, évidemment, des formats de réponse qui laisse une place, évidemment, de plus en plus complexe pour le SEO. Et le truc, c'est que l'approche SEO en soi n'est pas complexe. La mise en place des stratégies SEO est complexe. Mais ce qu'il faut faire comprendre, c'est qu'il va falloir carrément changer nos méthodes d'approche uniquement parce que les formats de réponse vont être de plus en plus prenants. Et c'est personnellement, moi en tout cas, très difficile à porter au sein des équipes pour dire que cette requête-là, on ne va pas l'attaquer parce qu'il y a des formats vidéo, parce qu'il y a also ask, parce qu'il y a pas mal de choses. Et donc, je pense qu'il faut faire vraiment évoluer les méthodes du SEO. Je pense que c'est surtout sur le marché du SEO qu'on a beaucoup à attendre. Sur le marché français qui est en pleine ébullition et qui est très, très intéressant. Donc ce à quoi je m'attends, c'est une évolution des méthodes sur notre marché, de la communication, par exemple, entre les agences et les annonceurs, parce que un des principaux points d'inflexion sur est-ce qu'on va faire appel ou pas à une agence, nous, en tant qu'annonceurs, c'est qu'on avait des problèmes pour savoir quelle agence aurait été légitime à nous accompagner parce que, mine de rien, d'extérieur, on ne sait pas si l'agence en question a déjà des clients sur notre domaine, si elle saura répondre à nos attentes en termes de ressources, etc. Je pense qu'il faut aussi changer les méthodes de communication entre agences annonceurs. Et aussi, j'aimerais bien que les SEO d'autres marketplaces communiquent parce que on s'est rendu compte que c'était d'une richesse superbe entre Rémi quand on a commencé à parler de certains sujets, de pouvoir communiquer là où en fait d'autres éditeurs n'auront pas forcément les mêmes problématiques. Et donc j'aurais quelque chose à dire, ce serait tout simplement SEO de toutes les marketplaces, unissez-vous. Rémi. Ouais, c'est clair, c'est vrai que c'est dommage, mais finalement les SEO chez les gros annonceurs sont plutôt discrets. Après, on peut le comprendre forcément, il y a toujours des aspects confidentialité, mais je pense que ça n'empêche pas, et on en est la preuve aujourd'hui dans ce podcast, dans ce webcast, on peut quand même échanger sur plein de sujets et sur les tendances globales. C'est vrai. Pour revenir à la question, à quoi je m'attends côté SEO 2022, je vais faire un peu l'oiseau de mauvaise augure, être un peu pessimiste quand même, mais voilà, on le voit, c'est quand même la tendance des dernières années, hein, la place du SEO en tant que tel, c'est-à-dire un résultat classique va continuer de se réduire. On le sait, hein, les CTR SEO quand même d'année en année descendent, voire ils se cassent la gueule. Il y a les formats de réponse, que tu le disais très bien Romain, qui évoluent de jour en jour. Donc
voilà, je m'attends à ça, hein, je m'attends à ce que la tendance continue. Google fait évoluer ses SERPs, quoi, tout simplement. Et après, qu'est-ce que j'aimerais voir du coup? Qu'est-ce que j'aimerais voir? Je sais pas, la suppression du not provided. Rêvons. Non, mais voilà, faut s'adapter, c'est comme toujours, hein, c'est ce qu'on dit, voilà, tout le monde le dit, ça évolue, les formats de réponse évoluent, adaptons-nous, il y a aussi des nouvelles opportunités, des nouveaux formats sur lesquels on peut aller. On avait l'exemple tout à l'heure des Google Shopping gratuits, organiques, voilà. Eh bien, merci, merci beaucoup, messieurs. On l'avait dit en début d'émission, il y avait beaucoup de points abordés, beaucoup de choses à dire. C'est le WAMcast le plus long, je crois, hein, à vérifier. Mais c'est même pas vérifié, c'est même sûr. Merci encore pour. Non, mais c'était très intéressant. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation, de vous être prêté à ce petit exercice qui est pas forcément évident. Et puis merci Florian aussi quand même. Merci Florian, merci David. Avec grand plaisir, comme toujours, Kevin. Mais tu comprendras que je remerciais les invités extérieurs en premier. Bien sûr. Et c'est bien normal. En tout cas, ce WAMcast et puis tous les autres, tous les anciens, vous pouvez les retrouver sur le site de WAM Référencement, wam-référencement.fr. On est également présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur la page de WAM Référencement, sur Twitter. Alors là, il y a deux solutions, soit le compte de WAM, donc @WAMREF, ou le compte directement du WAMcast @le WAMcast. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous autour du SEO. À bientôt.